j'écouterai ce qu'a dit Rav Rabbi. Maintenant, si vous permettez, je vais vous raconter une histoire que je connais personnellement, que j'ai entendue personnellement. On a parlé tout à l'heure que, grâce à la chassidoute, on voit au-delà. On peut parler avec l'autre sans ouvrir la bouche. On lui parle avec son esprit. On dialogue avec l'esprit de l'autre. Comme je vous ai raconté l'histoire du rabbi, qui a souri, et ça voulait dire, tu veux t'en tenir là ou tu veux que je te le démontre? Et le juge a rayé la question du chef d'accusation. Je vais vous raconter une histoire qui vous montre qu'aujourd'hui, nous avons un rébé. Nous avons un rébé. Et le rébé se soucie de chaque juif. Ce rébé roi Mashiach, qualifié de roi Mashiach par 416 sommités rabbiniques, qui ont signé sur un grand tableau. Ils ont signé avec leur qualité et tout. Il y en a des grands, il y a des petits, il y a des moyens, mais il y en a au moins un tiers qui sont des grands admourim, des grands poskim, et qui ont signé que le rabbi a le profil d'être le roi Mashiach et qu'il faut qu'il se dévoile tout de suite. On peut être tranquille, on est surveillé, on est guidé, mieux que par le web. Il y avait un homme, écoutez bien l'histoire que je vous raconte. Chaim Belivrocho. Cette histoire, elle commence à se passer en 1986. Ça veut dire Tafshin Memvav, 5746. Il y a un couple d'automobilistes en Israël qui a aidé un homme qui était enlisé dans la boue. Avec leur 4x4, ils ont attaché le treuil et ils ont réussi à sortir l'auto de là où il était. L'homme a dit, je vais vous récompenser, mais je ne sais pas comment. Je voudrais vous dire merci de toute ma force, vous exprimer ma reconnaissance, mais je ne sais pas comment. Je vois que vous êtes des Chabad, et moi, je voudrais vous raconter une histoire sur le rabbi. Et peut-être qu'avec ça, vous aurez votre récompense pour ce que vous avez fait pour moi. Parce que je ne pouvais plus sortir. Ils ont dit oui, ça c'est une très belle récompense. Et écoutez-moi bien, moi je m'appelle Yaakov. Et je suis un scientifique américain. Je suis en vacances en Israël. Je suis un scientifique américain. Je suis dans la chimie et j'ai gagné plusieurs prix Nobel internationaux. Je travaille à l'université de Harvard, sur la côte Est, pas loin de Boston. Et là-bas, mon collègue et moi, on a mis au point des formules, des théories et des formules extraordinaires, révolutionnaires, qui nous ont valu des prix. Et un jour, le recteur de l'académie nous a fait venir et il nous dit, voilà, vous êtes invités en URSS. Une histoire qui s'est passée, dit-il, 2 ans avant, autrement dit en 1984. Il y avait encore là-bas un régime de dictature. Gorbatchev n'était pas encore venu au pouvoir. Il y avait Brezhnev, l'homme qui avait les plus gros sourcils du monde. Andropov. Non, Andropov, il est resté 3 semaines. Ah bon? Ouais. Il est mort. Il est mort. Brezhnev restait des années, et c'était Léonid, ouais. Et c'était un homme très dur. C'était le même régime qu'à l'époque de Khrouchtchev, de Staline, etc. Ouais. Le recteur, il me dit, il y a les savants du RSS, ça s'appelait l'URSS, ils vous invitent, toi et ton collègue, vous et votre collègue, en URSS pour des conférences, pour parler avec les savants soviétiques et pour leur apprendre des choses. Alors, étant donné qu'il y a un climat de guerre froide qui règne entre nos deux pays, ça ne doit pas se savoir. Vous êtes invité officiellement, mais ça doit rester secret. Personne ne doit savoir ici aux États-Unis que vous êtes invité en URSS. Sauf vos épouses
votre femme à vous et la femme de votre collègue, mais à part ça, vous ne devez pas en parler. Alors vous avez les visas et vous partez la semaine prochaine. Yaakov, il raconte, il dit, la veille de mon départ, je reçois un appel téléphonique. Je décroche. Allô, ici le secrétariat du rabbi de Lubavitch. Moi, je n'avais rien à voir avec le rabbi de Lubavitch. J'avais entendu parler de lui, mais je n'avais pas de rapport. Alors, qu'est-ce que me vaut cet honneur? Il dit, voilà, le rabbi souhaiterait vous voir demain. Mais c'est pas possible. Je m'en vais pour 3 semaines en voyage. En vacances, en voyage, je peux pas. Oui, mais que ça ne me coûte rien. Votre avion, il est à Kennedy, dans le Queens, et vous avez qu'à passer avec votre taxi devant le 770 Eastern Parkway. Demain, il lui dévoile des secrets que l'homme croyait inconnus de tout le monde. Vous passez devant le 770, ça ne vous coûtera rien du tout. Hein? Non, je leur demande d'écouter. Oui, c'est très passionnant. Ça ne vous demandera rien, aucun effort. Et si le rabbi vous demande de venir le voir, vous devez quand même faire, on ne vous demande pas d'efforts supplémentaires. Une petite chose naturelle, vous passez par là, descendez, vous avez 2 heures de libre avant de prendre votre avion. Descendez, le rabbi veut vous voir, c'est tout, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien. Quand j'ai été vaincu par la logique de cette remarque, j'ai dit ok. Et le lendemain, effectivement, en passant à Brooklyn, j'ai fait arrêter le taxi et je suis rentré, on m'attendait dans la petite maison en briques rouges, on m'attendait. Je suis rentré, le rabbi m'a reçu tout de suite, avec un visage souriant, rayonnant. Le rabbi me dit voilà, vous savez qu'il y a en Union soviétique des juifs qui ont besoin de matériel de culte, de matériel religieux. Comment j'ai dit moi? En Union soviétique. Pas en Égypte. En Union soviétique. Il y a la censure à côté de moi. Bon. Et ils ont besoin de matériel. C'est leur vie qui est en péril. C'est leur vie qui est en péril. Ils ont besoin de ça pour survivre spirituellement. Voulez-vous emmener un colis contenant du matériel religieux avec vous? Nous savons que vous allez en Union soviétique. Le rabbi lui dit ça. Alors que c'était secret. Nous savons que vous allez en Union soviétique. Nous savons que vous allez prendre un avion qui va vous déposer à Vienne. Et vous allez changer d'avion, et à Vienne, vous allez prendre un avion de l'aéroflotte pour aller jusqu'à Moscou. J'étais interloqué, stupéfait. Qui a dit au rabbi une chose comme ça? C'était ultra secret. C'est brésilien. Voulez-vous prendre ce colis avec vous? Je dis au rabbi, mais vous voulez me faire arrêter? Vous voulez ma perte? Si on me prend avec ce colis de matériel religieux, je vais en prison. Je serai arrêté. Le rabbi le regarde avec beaucoup de sérieux et lui dit comme ça: vous me rendez ce service et moi je vous en rendrai un autre. Comme ça. Vous me rendez ce service et moi je vous en rendrai un autre. J'ai été tellement sublimé par cette personnalité qui me dit ça, j'ai dit d'accord. Le rabbi disait on va vous remettre un paquet à l'aéroport, pas ici. Je suis parti à l'aéroport, mais avant j'ai passé devant le secrétaire. Le secrétaire m'a dit, le rabbi m'a demandé de vous répéter qu'il vous rendra service pour service. Je suis parti à l'aéroport et là, effectivement, avant l'enregistrement, on m'a remis un colis. J'ai pris le colis.
Et je l'ai fait enregistrer. Et on est parti pour Vienne. À Vienne, on a changé d'avion. Vienne, c'est en Autriche. Hein. On a changé d'avion. Et on est arrivé à Moscou. Et là, on nous a dirigés avec beaucoup de politesse vers le bâtiment des douanes. Je me suis dirigé avec mon collègue vers le bâtiment des douanes. Et là, j'ai vu que tous les douaniers sont en train de fouiller de manière microscopique tous les bagages. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis mis la tête dans un piège. Je tremblais, il y avait de la sueur qui coulait sur mon dos. J'ai posé tous mes bagages, mes valises et le fameux colis sur le tapis, sur la table, et on est avancé vers le douanier. Et à ce moment-là précisément, c'était la relève des douaniers. Ceux qui avaient travaillé s'en allaient et les nouveaux arrivaient. Le nouveau, qui croyait que j'avais déjà été inspecté, il m'a fait signe de passer. J'ai pas été inspecté une seule fois. Ah, j'ai respiré. Et là, j'arrive, je respire, et d'un seul coup, une nouvelle peur qui arrive. Au bout de la table, qui c'est qu'il y a? Le KGB, la police politique. J'ai sorti du piège pour entrer dans un gouffre. Et je vois qu'ils regardent tout avec une loupe. Je dis, ça y est, c'est fichu. Je fais rentrer du matériel religieux en URSS, c'est interdit. Je tremblais, les genoux faisaient des castagnettes. Et j'arrive là-bas, l'officier du KGB, il commence à regarder mes valises, et il fait passer le colis comme ça, comme s'il n'avait pas vu. Invisible. Le colis, il passe, et après il fouille mes bagages. Dans le bagage, il n'y avait rien du tout. Impeccable. Et j'ai vu que j'avais été sauvé par un miracle pour que mes pauvres frères juifs du RSS puissent avoir, deux fois, pour que mes pauvres frères juifs du RSS puissent avoir un peu de matériel religieux. Je suis sorti avec mon collègue, et là nous attendait un taxi avec un guide, parce qu'on ne laissait jamais les touristes tout seuls là-bas. Il y avait un guide d'une officine gouvernementale qui s'appelait l'Intourist, et lui nous attendait, c'était officiellement pour nous aider. En fait, c'était pour nous surveiller. Il nous a emmenés à l'hôtel. On s'est installé. Et dès le lendemain matin, j'ai ouvert le colis. J'ai vu qu'il y avait là-bas 15 paires de téphilines. Il y avait 20 sidourim, petits sidourim. Et il y avait un grand nombre de mezuzot. Alors j'en ai partagé en 3. J'ai fait un petit paquet avec 3. Et j'ai mis tout dans mon manteau. Et j'ai demandé au guide qui m'emmène à la synagogue, à la grande synagogue de la rue Archipova. C'est la deuxième après Marina Rocha. Alors... C'est où, ça finit ça, non? C'est la goulette. Ah bon. Говорите по-русски. Alors, je suis entré dans la synagogue, et là, tout de suite, il y a un homme avec une casquette baissée sur les yeux, qui s'avance vers moi, puis qui me dit, vous avez quelque chose pour moi? Et le rabbi m'avait dit, le secrétaire du rabbi m'avait dit, on viendra vous chercher pour ça. Vous cassez pas la tête, on viendra vous chercher. Et l'homme, il vient avec sa casquette, rabattue sur les yeux, les oreilles. Il me dit, vous avez quelque chose pour moi? Et je lui ai donné les tefilines. Le guide, il attendait dehors, pas de problème. Je lui ai donné les tefilines, les mezuzot, le tiers du paquet. Et j'ai recommencé le lendemain matin, et j'ai recommencé le surlendemain matin. Et comme ça, j'ai écoulé tout le colis. Le travail, il a commencé le premier jour. On a donné des cours, des conférences dans les grandes universités. On nous posait des questions. On a fait des travaux dans les laboratoires, dans les labos. C'était vraiment très bien. Après 1 semaine et demie, le séjour, il devait durer 3 semaines. Après 1 semaine et demie, une nuit, on était couchés, d'un seul coup, la lumière s'allume. Des coups violents, la porte est ouverte avec fracas,
et 4 hommes à la mine très dure, patibulaire ou pas tellement tibulaire, pas tibulaire, sont rentrés, ils nous ont dit levez-vous, habillez-vous, vous êtes arrêtés. Alors mais qu'est-ce qu'on a fait? Ils nous ont mis les menottes et ils nous ont emmenés dans une voiture droit sur la prison. On est arrivé en prison, on a dû attendre jusqu'au matin pour les enregistrements, les signatures, les inscriptions. Et on est arrivé le matin, on nous a emmenés à notre cellule, une grande cellule avec une porte en fer. On a tapé sur la porte, on veut voir le consul, on est des citoyens américains, on veut voir le consul américain, personne ne nous répondait. Après qu'on ait tapé comme ça pendant des heures et des heures, il y a un gardien qui est venu nous voir. Qu'est-ce que vous voulez? On ne pouvait pas faire une chose comme ça. C'est en désobéissance au droit international. Alors le garde, il nous dit, écoutez-moi bien, chez nous, il n'y a pas de droit international. Ne venez pas nous apprendre nos lois. C'est tout ce que je vous demande. Et il est reparti. Et 2 fois par jour, il y avait une petite fenêtre qui s'ouvrait dans la porte et on nous glissait de quoi manger. Et pas un mot. À la fin, on a crié, on a demandé, on veut voir ci, on veut voir ça, on est innocent, de quoi on nous accuse. Au bout de 2 jours, il y a un gardien qui a accepté de nous parler. Il a dit, vous êtes des espions américains. Vous êtes venus espionner les scientifiques, les grands scientifiques, les grands savants soviétiques. Mais pas du tout, on a été envoyés ici, invités officiellement. Vous allez être condamnés à mort. Il a dit le gardien. Il voulait bien parler, il a dit vous allez être condamnés à mort. Mais c'est pas possible, il va y avoir une tempête dans le monde. On va se retourner contre l'Union soviétique. Il va y avoir des sanctions. Le gardien, il rigole, il dit mais non, vous n'allez pas avoir de procès. Tous les jours, il y a des accidents terribles sur la route. Et il est parti. Et il est parti. Mais c'est une vraie histoire, hein, que je vous raconte. Il est parti. Quand il est parti, on était bouleversés. Il s'est passé comme ça encore 2 jours. À la 2e nuit, on entre dans notre cellule, 4 hommes entrent dans notre cellule. Levez-vous, habillez-vous, on s'en va. J'ai dit ça y est, on s'en va pour l'accident terrible. Ils nous ont bandé les yeux pour pas qu'on voit, on voyait plus rien. Ils nous ont fait monter dans une voiture. Et la voiture, elle a roulé 1 heure. J'ai dit, ça y est, on s'en va dans la campagne, ils vont nous précipiter en haut d'un ravin, d'une falaise. C'est terrible. Et j'ai commencé à dire le vidouille. Moi qui n'étais pas religieux, j'ai commencé à faire la confession de mes fautes. J'avais une espèce de calme dans ma tête. Jamais j'étais comme ça. J'ai commencé à faire... Personne ne saura rien en plus, parce qu'ils sont même pas au courant qu'on est là. C'est un voyage secret. Et j'ai commencé à dire le vidouille de mes fautes. Et après 1 heure de voyage, la voiture s'arrête. On nous enlève nos bandeaux. On ouvre la porte et qu'est-ce que je vois devant moi? Un avion. Ils nous ont ramenés à l'aéroport. Ils nous ont rendu nos valises. Et les hommes du KGB nous disent c'est la dernière fois que vous mettez les pieds ici, vous revenez ici, vous êtes morts. J'ai monté la passerelle de l'avion, mes jambes tremblaient bien entendu. Même dans l'avion, je n'arrivais pas à croire à ça. Pourquoi on nous a arrêtés et pourquoi on a été libérés? Je n'ai pas compris. On a volé comme ça, même à Vienne, on a changé d'avion, on est retourné aux États-Unis, je ne comprenais toujours pas. Quand on est arrivé à l'université, ils nous ont dit vous avez 8 jours de repos. C'est le minimum. Pendant qu'on était chez nous, on reçoit un appel. Allô, ici le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères, le Foreign Office, comme on disait en Angleterre, et on voudrait vous voir tous les deux. C'est une branche spéciale des affaires étrangères, c'est-à-dire la CIA. On veut vous voir tous les deux. Alors on est venus tous les deux à Washington, et on a été reçus tout de suite par un monsieur élégant, en costume 3 pièces, qui nous a dit de faire asseoir, de faire un cigare. Il a dit voilà, je voudrais que vous racontiez toute l'histoire.
Alors j'ai raconté ça. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a été arrêté? Et surtout, pourquoi on a été libéré? Et l'homme nous dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. 2 jours après que vous ayez été mis en prison, on a reçu un appel anonyme, ici, au ministère des Affaires étrangères. Il y a une voix qui nous a dit, voilà, il y a 2 scientifiques qui sont en Union soviétique, on s'apprête à les mettre à mort en déguisant la mise à mort par un accident d'auto. Comme ça. Si vous ne faites rien, ça va être terrible, ils vont y passer. Et il a raccroché. J'ai vérifié auprès de l'académie, et effectivement, l'université m'a dit que vous étiez là-bas. J'ai appelé tout de suite, j'ai fait appeler l'ambassadeur, et l'ambassadeur a appelé l'ambassadeur soviétique. Et l'ambassadeur soviétique a tout de suite nié. Il a dit non, ça n'existe pas, on n'a pas de trace. Alors, notre ambassadeur lui a dit, nous savons qu'ils sont là, nous sommes au courant qu'ils sont chez vous, et que vous allez les mettre à mort après un simulacre d'accident. Et si vous le faites, vous allez avoir des sanctions, le monde entier va se déchaîner contre vous. Et jusqu'au bout, l'ambassadeur soviétique a dit non, ça n'existe pas. Et maintenant, nous savons qu'il a pris les choses au sérieux, puisque une nuit plus tard, ils sont venus vous chercher pour vous emmener à l'aéroport. Maintenant, on ne sait pas ni la qualité ni l'origine de cet appel. Je suis sorti de là-bas avec mon collègue, et arrivé à la maison, un coup de fil, allô, ici le secrétariat du rabbi de Lubavitch, est-ce que vous pouvez passer voir le rabbi? Cette fois-ci, j'ai dit oui. Alors, je suis tout seul, tout seul, parce que l'autre n'était pas juif. Je suis arrivé au Semen Seventy, le rabbi m'a accueilli, m'a serré dans ses bras. Il était rouge de bonheur. Il m'a fait asseoir et m'a dit racontez. Et j'ai raconté. Comment était la synagogue? À quelle heure vous êtes allé? Qui faisait la tfila? Comment était l'aspect de l'homme qui vous a parlé? Qui était à côté de lui? Et à chaque fois que je parlais, le rabbi hochait la tête. Et à chaque fois que je lui disais un détail, il pleurait. Il était avec eux. J'ai tout raconté, le rabbi était tellement heureux. Il m'a donné beaucoup de bénédictions. Et je me suis levé pour sortir. Au moment où j'atteins la porte avant d'embrasser la mezouza, le rabbi me dit, ah, au fait, est-ce que je vous ai rendu le service que je vous avais promis? Sur le moment, j'ai pas compris. Je suis sorti comme un imbécile. Une fois dehors, j'ai compris, après 2 jours, j'ai compris que l'appel mystérieux venait du Seven. Personne responsable de l'histoire de ma vie. Vive le roi. On m'a rêvé. Ah, vous allez dire oui, mais ça c'est avant le 3 Tammuz. Ah ouais. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vais vous montrer que les histoires comme ça, c'est après le 3 Tammuz aussi. Il communique avec le rabbi, alors lui, il va pas le dire. Hein? Vivez l'histoire que vous voulez dire. Oui. Je vous ai payé un voyage en URSS. J'ai une impression de Écoutez-moi l'histoire que je vous raconte. Elle a été adoptée par tout le monde, même par ceux qui ne croient pas dans les livres de Kodesh.